Aujourd'hui, les grandes sociétés qui étendent leur marché aux quatre coins du monde sont souvent dirigées par des hommes presque anonymes. Il est difficile d'en identifier le ou les propriétaires. Si King Grains est aujourd'hui une réussite à l'échelle mondiale, elle est pourtant toujours l'affaire de Napoléon Roy et de sa famille, qui, en 1938, lançait dans le sud-ouest de l'Ontario une petite entreprise spécialisée dans le nettoyage des grains. On pourrait dire que ça a commencé vers les 1825, que les gens en bas de Montréal sont venus par ici pour travailler à Détroit. Puis on suit le lac, la rivière Tamise, et puis ils ont commencé à s'établir dans ces bonnes terres que vous voyez ici aujourd'hui, qui étaient des terres de forêt. Et puis ils sont aperçus après que la forêt était partie que le sol était très bon pour la culture, et puis qui sont restés. Il y en a d'autres qui sont venus par après, leurs amis ou leurs parents sont venus s'établir par ici. Au cœur du sud-ouest industrialisé de l'Ontario, quelques îlots de francophonie disséminés par-delà les campagnes. Ici, un petit village paisible, Pincourt, a vu se lever et se coucher plusieurs générations de Faubert, de Pincenot, de Roy. Parmi ces familles, quelques individus, bâtisseurs et meneurs d'hommes, se sont taillés une place de maître. Le cadre qui a présidé à l'entreprise de Napoléon Roy, c'était les jours difficiles de la crise. C'est peut-être un mal pour un bien, c'est pendant la dépression, que je pourrais dire, en 29, 30, 31, là, que les temps étaient assez durs, les récoltes étaient... On a eu de la sécheresse pour un bout de temps, et à ce moment-là, on a cru commencer des semences sur la ferme de mon père avec mon frère. Et puis, à ce moment-là, il y avait presque... C'était le commencement des semences enregistrées, certifiées, tout ça. Et puis, qu'on s'est intéressé à pousser des semences afin d'avoir un peu plus que les autres qui poussaient seulement le grain commercial. En poussant des semences, on avait toujours bien 20-25 cents de plus le minot. Et puis, on prépare ces semences-là pendant l'hiver. Et puis ensuite, des annonces, un journal.
C'est ça, j'avais remarqué un peu que des semences qui se vendaient à ce moment-là, c'était dans des... c'était mal propre, les sacs mal propres. En voyant ça, ben là, j'ai acheté des sacs neufs et puis un meilleur cousage, avec un moulin électrique et tout ça. Puis là, il semblait que mes semences se vendaient avant les autres. Il y avait une préférence dans les magasins où là, on vendait. Mais c'était pas seulement que l'empaquetage. On regardait que la semence était très bonne. C'est des semences inspectées d'abord. On a commencé, comme j'ai dit, semences certifiées, enregistrées. Par après, c'est qu'on on poussait d'abord les pollinisations libres, les maïs libres. Et ensuite, c'est l'hybride que je me suis intéressé à commencer avec. Et puis ça, c'était vraiment le commencement de l'affaire. S'était grandi pas mal parce que j'étais un des premiers ici dans les semences hybrides et tout ça. Au début, j'ai travaillé beaucoup moi-même à faire pousser les semences et ensuite pour nettoyer. Et même le camionnage, j'en ai fait beaucoup de ça, livrer mes semences un peu partout et travailler avec les hommes. Et les hommes, quand ils voyaient le patron travailler avec eux et puis en faire autant ou des fois peut-être plus, ils disaient qu'il était encouragé, il semble. Et après ça, plus tard, il a fallu que je regarde plus aux affaires et puis la vente et tout ça. Aussitôt que j'ai eu des bons hommes pour placer à différents départements, là, c'est eux qui ont continué ce travail. So, your corn is going to make the norm, eh? Oh, I think it'll be as good or better than the norm. I think maybe a little over this year. Not quite as good as last year, I don't That's think. too bad. Considéré par certains comme un compagnon de route, par d'autres comme un père, Napoléon Roy conserve avec ses employés une attitude familière qui a été l'une des clés de son succès. Yeah, it's too bad it didn't stand up a little better. It would have been better. Il faut penser que moi, j'ai toujours été assez chanceux. Je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai toujours eu assez de bons employés que je dépends dessus, qui font un très bon travail. Puis c'est des gens qui ont commencé il y a 25-30 ans passés, qui sont encore avec moi. Mais je pourrais dire que ces hommes-là, c'est des bons hommes qui m'ont aidé à continuer à faire profiter cette affaire-là. Loin de se satisfaire des marchés locaux, il cherche à s'étendre sur d'autres marchés en introduisant des mesures d'avant-garde et des semences nouvelles. Entre autres, c'est à M. Roy qu'on doit l'introduction des semences de maïs hybrides au Québec. Au Québec, il se met vers les 30-40 à peu près. C'était toujours encore des grains commerciaux qui achetaient pour nettoyer, mettre sur le marché, qui étaient non enregistrés ou certifiés. Et puis on a pu commencer là, comme on avait fait ici en Ontario, ça va bien marcher. Et on s'est aperçu que les gens ont été pour les meilleures semences. Là, on s'est essayé d'abord avec de mes employés que j'ai emmenés par là, d'ici. On est allé dans les chemins, ici et là, à différents endroits,
pour voir vraiment si les gens étaient intéressés dans des meilleures semences. Vraiment, c'était peut-être dans les premières fois qu'ils attendaient parler de meilleures semences et puis de meilleurs rendements et tout ça avec des herbicides et toute cette histoire-là qui ramène que ça donnait de bons, meilleurs rendements, puis en expliquant aux gens toute notre affaire. Puis là, on sortait notre calepin pour prendre des commandes, et puis on sortait toujours de là avec une commande. Mais c'était pour essayer ça, surtout. Mais l'année ensuite, quand on revenait là, nos vendeurs revenaient là, vous avez dû essayer un peu plus fort à nous vendre tous nos besoins, parce qu'on a tellement bien réussi avec cette semence que vous avez vendue, qu'on est prêt à continuer avec vous, à acheter des semences. Et là, après qu'on s'asseyait d'un tel arrondissement, on allait peut-être un autre 25 000 plus loin pour en vendre. Et puis, là, on est venu très content. Puis là, j'ai installé un homme à Saint-Rosalie pour s'occuper de notre affaire, commencer la fête. Avec les hybrides aussi, c'est une autre affaire qui a commencé pour le maïs grain d'abord, qu'on a commencé par là à faire produire, faire des essais à l'école de Saint-Hyacinthe, là. De là, ça a boomé. Tout en parlant du maïs aussi, on avait les céréales, avoine, orge et tout ça. Et puis, mais il faut toujours aussi penser aux herbicides pour nettoyer la terre. Qu'est-ce qui donne des bons rendements? C'est quand vous voyez des champs sans herbes. Moi, j'aime pas voir des champs qui sont sales. Pourquoi? Il y a toujours une raison en arrière pour ça. C'est qu'ils ne sont pas servis d'herbicides, il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis, j'aime bien voir des beaux champs propres. Puis, à ce moment-là, c'est certain que le rendement, on peut dire qu'il sera meilleur. Une autre des clés du succès de M. Roy réside dans la conception que se fait le client du produit qu'il achète. Ainsi, la propreté à tout point de vue demeure une des marottes de ce pionnier qui lui attribue une grande importance. Propreté dans les bâtiments, propreté de la semence, l'empaquetage et tout ça. J'ai toujours trouvé que même quand les gens viennent visiter, qu'ils trouvent ça propre, ben c'est toujours quelque chose. Ça. On dirait que c'est des clients là, qui mettent une confiance, mais c'est comme ça, la semence doit être bonne aussi. Je sais pas. Je pense que ça va ensemble, ça. Au moment où surgissent des problèmes d'expansion de cette industrie de semences, les solutions à ces problèmes résident souvent dans le vieil adage « on n'est jamais si bien servi que par soi-même ». Ainsi, M. Roy s'est fait l'inventeur des formes et usages de ces bâtiments comme de certaines pièces de machinerie qu'ils contiennent. J'ai toujours aimé à faire les plans ou planer pour tous ces bâtiments que vous voyez. C'est moi, premièrement, qui regarde le nécessaire ou qu'est-ce qu'on a de besoin. Et puis, je fais des plans. Ensuite, c'est donné à des architectes et puis qui continuent sur mes idées. L'expansion des marchés ne veut pas simplement dire une commercialisation plus poussée des produits qui se vendent bien au pays. Il faut souvent bâtir, tant sur la recherche de produits mieux adaptés aux nouveaux marchés que sur la pâte à modeler humaine. Au début, comme je dirais en France,
J'ai essayé, fait bien des essais à partir de 60 à 70 et j'ai pu voir que ça servait à rien avec de nos variétés. Puis là, j'ai embauché un jeune agronome il a fait des études ici à Saint-Hyacinthe et que j'ai renvoyé en France chez lui pour faire des essais avec d'autres hybrides. Et puis, après 3 ou 4 ans, il est arrivé avec de très bons hybrides qui vont très bien en France. Et là, ensuite, on a formé une société avec une coopérative avec lui-même, son père. Aujourd'hui, ça marche très bien. Je ne sais pas s'ils ont mis confiance en nous, qu'on pourrait travailler avec eux, qu'on pourrait les aider en fournissant des semences et essayer. Et aujourd'hui, on a de la production en France, en Autriche, en Italie, même en Hongrie. Produire pour d'autres pays, cela se fait sous toutes sortes de latitudes et de climats, à certains mois de l'année où la semence est plus fraîche, pour un rendement accru. C'est là que la géographie prend une place particulière dans la production de variétés adaptées aux divers marchés. Produire de nos semences élites, je dirais, en Hawaï pendant quelques années, mais on a pu voir là que le coût et la maladie et tout ça, ça servait à rien. Là, on est allé au Chili, au sud de Santiago. Maintenant, on envoie des semences là pour semer le mois prochain, qui est le printemps là-bas, et puis qu'on va ramener. Les produits de la recherche en ce qui concerne le maïs, entre autres, sont les fruits de plusieurs croisements où l'on cherche à isoler des traits de fécondité, de résistance à la maladie et aux insectes. Lorsqu'une variété atteint des propriétés stables, on appelle cela, en jargon de recherche, une ligne ou encore une voie. Ici, c'est un maïs de 3 voies. C'est un des maïs qu'on vend le plus dans la région d'ici. Je dis 3 voies, qui veut dire 3 lignes. C'est commencé par des lignes c'est des lignes qui sont devenues pures, que ça prend une affaire de 7-8 ans à arriver à une ligne pure. Après qu'on a une ligne pure d'un tel maïs, là, on prend 3 lignes qui est combinée ensemble, qui prend une affaire de 2 ans. Et puis, on arrive à faire une hybride de 3 lignes, malgré qu'on vend aujourd'hui aussi des hybrides de 4 lignes et aussi de 2 lignes. Mais quand j'ai commencé, c'était tout des pollinisations, des maïs de pollinisation ouverte ou libre, et puis qui ne donnaient pas les rendements d'aujourd'hui, à peu près peut-être moins que de la moitié des rendements d'aujourd'hui. Et puis, en arrivant à faire des hybrides comme ça, on a diminué vraiment la maladie d'un tige qui cause casser et puis aussi de plus petits rendements et beaucoup des tiges qui n'avaient pas d'épi du tout. Ça fait que
En ayant des meilleurs hybrides comme ça aujourd'hui, comme vous pouvez voir là, c'est que ça peut donner des rendements. Ça ici peut donner un rendement de pas moins que 150 minous à l'arc. Et puis, qu'autrefois, donnait seulement que 60-75 minous. Après avoir conquis les marchés européens, Napoléon Roy ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Les pays du soleil levant et leur immense bassin de population ne demandaient qu'à être approchés. Fin renard, M. Roy a su trouver la clé de ce débouché grandiose. En Asie, premièrement, on prend des renseignements aux ambassades dans ces pays-là, aux ambassades canadiennes, et qui sont toujours prêts à aider des gens de leur pays. Et puis, puisqu'on avait appris que c'est des gens qui mangeaient beaucoup de soja et que nous, on avait un bon produit ici, là, on envoyait des échantillons aux ambassades ici et là. Et puis, c'est eux qui ont distribué ces échantillons-là chez les marchands. Et puis, là, les marchands, tout de suite, nous ont écrit puis demandant de avoir des plus gros échantillons, comme tout un conteneur. Et puis, là, ça a commencé comme ça. Puis, aujourd'hui, on vend presque tous les jours, on charge des conteneurs pour soit Singapour, Hong Kong, ou Japon. Pour gagner ses épaulettes, M. Roy fait place à M. Roy. Le fils aîné, Paul, fraîchement émoulu de l'université, s'est joint à l'entreprise familiale au début pour se pencher sur l'effort de publicité, puis peu à peu en étendant son activité aux autres secteurs de l'entreprise. Nous l'avons transformé en commerce qui s'occupe maintenant d'engrais, de pesticides, de commercialisation de grains, d'exportation de soja sur le marché mondial. Nous sommes partis d'un groupe d'employés, un réseau d'employés de 15 personnes et nous avons maintenant sur le staff 110 personnes. L'effort publicitaire, c'est certainement doublé parce qu'il a fallu parler de nos nouvelles variétés aux clients. Il a fallu les faire connaître à travers le Canada. Puis on peut dire que à travers les petits journaux publicitaires, à travers la radio, à travers la télévision, à travers les journaux, les produits de la société se sont fait connaître depuis quelques années. Même si la recherche que le développement des grains a surtout été l'apanage du domaine public depuis le tournant du siècle, dans la dernière décennie, l'effort de préserver le dynamisme de l'entreprise a poussé la famille Roy à entreprendre ses propres recherches au cours des 10 dernières années.
Il faut dire tout d'abord qu'au Canada, les compagnies de semences, ça fait simplement 5 ou 6 ans qu'on voit un développement au niveau de la recherche depuis les années 1900, si vous voulez. Il faut dire que l'effort dans le domaine de la recherche au Canada, ça a été fait par le domaine public. Les variétés au Canada qui ont été offertes aux agriculteurs, ça a été développé par les stations du gouvernement fédéral, provincial, les universités. Donc voilà qu'en 1970, 2 ou 3 sociétés canadiennes ont commencé à faire du travail de recherche. Ça a commencé tout d'abord avec le maïs. Aujourd'hui, on fait de la recherche sur le soja, on fait de la recherche sur le domaine des céréales et aussi on fait de la recherche au niveau de plantes fourragères telles la luzerne. Premièrement, il faut dire qu'on cherche des nouvelles variétés plus hâtives au point de vue de maïs, comme de raisin. Il faut trouver des variétés qui vont mûrir chaque année. En Alberta, il faut trouver des variétés qui vont mûrir dans la région de Québec. Il faut trouver des variétés qui vont mûrir pour le grain dans la région de Kentville, au Grand Prix, en Nouvelle-Écosse. Il faut concentrer nos efforts puis développer notre recherche au point de vue de trouver des variétés de soja pour les nouvelles régions d'Ontario, telles la région de Toronto, la région de l'Est d'Ontario. Depuis un an, on fait un petit peu de travail sur le tournesol. C'est une plante que les agriculteurs du Manitoba ont connue depuis quelques années, mais maintenant au Manitoba, on fait près de 400 000 acres de tournesol. Donc, on croit que possiblement en Ontario, au Québec, il y a du potentiel pour le tournesol. Naturellement, parmi ces recherches, on retrouve celle sur le soja, qualifiée par plusieurs la légumineuse du siècle, servant autant pour l'alimentation humaine qu'animale. Au moment où les géants américains des semences, sous des noms comme Attlee et Burpee, se nomment depuis peu General Foods et International Telephone and Telegraph, la famille Roy, pour sa part, se sent confiante de poursuivre ses intérêts sans se faire avaler, l'histoire de l'entreprise ne portant pas dans cette direction. Donc, on a réussi très bien comme société privée, comme société familiale qui est détenue par les employés et par la famille. Et je crois qu'on a eu un très bon progrès à ce niveau-là, puis je ne crois pas qu'il est nécessaire de s'inquiéter. Les perspectives de la famille Roy se penchent nettement du côté de l'expansion à court et à long terme. À preuve, l'ouverture dernièrement d'une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de produits grossiers de maïs, tels les gruyots et les farines grossières, et ce, même si les marchés dans ce domaine ne commencent à peine qu'à s'ouvrir. Puisque ça fait déjà depuis 1934 qu'on est dans le domaine de maïs, il n'y a certainement aucun problème au point de vue du court terme dans le développement de nos ventes, le développement de la recherche, le développement du marketing, pas seulement au Canada au point de vue maïs, mais en France, en Europe,
dans l'État du Michigan, dans les 12 États du Nord-Est des États-Unis. Domaine du soja, potentiel à travers le pays. On veut certainement développer ce qu'on a déjà commencé, c'est dans le domaine de la distribution d'engrais et de produits d'herbicides, d'insecticides, fongicides aux agriculteurs de l'Ontario. Il faut tout de même concentrer nos efforts sur la recherche et en développant de nouvelles variétés, il y a des possibilités d'expansion à travers le monde. Il y a des possibilités de développer ce qu'on a commencé au Chili, il y a des possibilités de distribuer des nouvelles variétés au Japon. Il y a des marchés mondiaux qui nous intéressent, puis je pense qu'on aimerait les développer.